Printemps 1686. Notre roi de France, Louis Dieudonné le Grand, le 14e, se trouve depuis quelques jours dans sa résidence d'été à Marly, à quelques encablures de Versailles. Notre roi a pris cette habitude depuis qu'il a fait installer la cour en son château de Versailles en 1683, mais surtout parce que l'ambiance y est très bruyante, turbulente, dans ce château qui est encore en chantier. Alors, par ce beau matin de printemps, et comme il en a l'habitude, dès lors qu'il fait beau, Sa Majesté décide de faire une promenade en carrosse dans les jardins et dans le parc de Marly. Mais voilà, en s'asseyant dans son carrosse, sur son coussin de plumes, voilà qu'il se pique quelque part au fond de son entrefesse sur un petit tuyau de plumes qui a traversé le velours. Alors, ça démange un peu, ça gratte, bien sûr, mais le roi est aguerri à d'autres bobos depuis bien longtemps, alors il ne fait pas trop attention. Et malgré tout, il engage son cocher dans les allées du parc. On sait que le roi Louis XIV, à l'image de ses contemporains, sacrifie très peu à la toilette, à l'eau, ce qui fait que l'hygiène, dans son ensemble, est bien relâchée. En effet, depuis plusieurs décennies déjà, on a pris l'habitude de changer plusieurs fois de linge par jour, de se parfumer avec des lotions alcoolisées, tout ça pour éviter l'eau sale, dont on craint qu'elle propage les maladies, ce qui n'est pas faux. Mais par quels moyens organiques, on n'en sait trop rien, d'autant qu'en ce temps-là, 2 siècles avant les travaux de Pasteur, on ignore complètement l'existence des microbes. Alors, on pratique ces toilettes de façon très sommaire. Quant aux parties les plus intimes, eh bien évidemment, ça donne ce que ça donne, jusqu'au jour où elles propageront aussi des maladies qu'on qualifiera de honteuses, bien sûr, et qui se transmettent très facilement d'une personne à l'autre, comme vous savez. Et enfin, les puces et les poux, qui nichent dans les coiffures et dans les perruques et qui s'en donnent à cœur joie, bien sûr, et pour agacer le quotidien de ces célèbres et honorables gens, bien évidemment, qui les hébergent. Donc, l'hygiène étant tout de même relâchée, notre roi Louis XIV, dans les jours qui suivent cette fameuse promenade, souffre douloureusement du fondement, à tel point qu'on doit le ramener à Versailles pour qu'il se montre à ses médecins. Une douleur et une gêne que Sa Majesté ressent depuis quelques mois déjà dans cette zone du périnée si sensible est causée certainement par les nombreuses et longues cavalcades à cheval et aussi la trop grande richesse et l'abondance de sa nourriture. Je reviendrai une autre fois sur cet aspect. Et de ce fait, la piqûre de la plume ne peut faire qu'aggraver les choses. Une fois revenu à Versailles, c'est là que notre roi Soleil se voit bien obligé de montrer sa lune à Félix. Charles-François Félix de Tassy, barbier chirurgien de la maison médicale du roi. Et c'est là que Félix va devoir déceler ce vilain abcès mal placé et qu'il va falloir peut-être opérer, inciser. Ne sait pas encore de trop. De l'avis des autres médecins, on préfère fabriquer des onguents, passer des pommades, faire quelques délavements, des choses comme cela, bien sûr. Les apothicaires sont au travail. On recommande des cataplasmes à base de farine d'orge, de lin et mélangés à d'autres plantes bouillies dans du vinaigre, et ce, au moins 4 fois par jour. Les soulagements sont momentanés, mais le mal ne disparaît pas pour autant. Au bout d'un mois de ces traitements, Félix se résout quand même à opérer et ne serait-ce que inciser l'abcès pour en faire sortir les humeurs. Consciente qu'il faille prendre les précautions, même si celles-ci restent très rudimentaires, l'équipe médicale de l'entourage du roi va le mettre à la diète pendant 3 jours, les 3 jours tout de moins qui précéderont l'opération. En ce fameux matin tant attendu, les médecins font boire à Louis XIV
une solution composée de vin de Porto dans lesquels macèrent quelques herbes particulières qui auraient soi-disant la propriété d'estourbir quelque peu le sujet. Et puis, quelques courtisans privilégiés vont pouvoir assister également à l'opération de Félix en compagnie des médecins. Puis le roi est étendu sur le ventre, sur son lit. On a fait apporter une solution de vinaigre chaud, de miel et de clous de girofle, ceci pour bien nettoyer et réchauffer la zone anale, ce qu'on appelle dans le langage élégant de l'époque le privé. Enfin, Félix, armé de scalpels à lame plus ou moins fine, plus ou moins élaborée, tranche comme il peut. Trop fort, trop profond, trop en biais, on ne sait pas trop. Toujours est-il que le pus gicle, le sang aussi, et le roi, malgré tous ses efforts, ne peut se retenir de crier. Félix, d'un geste trop maladroit, a tranché dans le sphincter. Et le roi, comme on sait, restera incontinent à la suite de cela jusqu'à la fin de ses jours. Mais surtout, l'opération est restée incomplète et la plaie, qui ne cicatrisera pas, continue de s'infecter et d'incommoder Sa Majesté. Devant cet échec, le barbier chirurgien Charles-François Félix de Tassy se voit bien obligé de retravailler un bistouri. Il pense à une lame courbe, effilée, articulée. Il lui faut un peu de temps pour travailler cela, quelques semaines, et puis on remettra un peu plus tard l'opération. Mais la mise au point est plus longue que prévu parce que bien évidemment, Félix doit y travailler avec beaucoup de précision, beaucoup de soin. Félix doit essayer l'instrument après chaque retouche sur des malades qu'on fait venir à Versailles. Et il faut bien essayer l'outil. Et là, on va avoir tout un défilé de cobayes dont un grand nombre mourront malheureusement. Enfin, on va quand même opérer le roi, ce n'est pas rien. Et finalement, vers le mois de novembre, eh bien, Félix est au point avec son instrument, après l'avoir essayé sur quelques derniers volontaires qui, eux, par chance, s'en sortiront. Or, pendant ces quelques longs mois qui s'écoulent, pendant lesquels Félix a dû travailler son instrument, eh bien, Madame de Maintenon, alias Françoise d'Aubigné, la veuve du poète Scarron et seconde épouse du roi, bien évidemment, qui est très croyante, très pieuse, très fervente catholique, pratiquante, va se mettre en prière. Elle craint pour les jours du roi. Grand Dieu sauve le roi, grand Dieu sauve le roi. Et pour appuyer son vœu le plus cher, elle se rend auprès de Madame de Brignon, à qui elle a confié depuis quelque temps l'orphelinat de Saint-Cyr qu'elle avait créé quelque temps auparavant. Là, elle va demander à toutes ces demoiselles de composer les versets d'un petit cantique qu'on aimerait tant chanter à la cour pour soutenir les efforts de Félix, d'une part, et d'autre part aussi pour entretenir le bon moral, autant que faire se peut, du roi. Une fois le texte en main, Madame de Maintenon se propose de montrer ces belles paroles à Jean-Baptiste Lully, le surintendant de la musique royale, qui se propose de composer une partition, justement, afin de mettre ces belles paroles en relief. Grand Dieu sauve le roi, grand Dieu sauve le roi. Déjà, un air trotte dans la tête du compositeur royal. Lully se met au travail sans tarder. Quant à Félix, eh bien, il est fin prêt avec son nouveau bistouri. Ainsi, on va reprendre les mêmes précautions que la première fois pour réopérer le roi, et après quelques bonnes minutes et quelques compresses au vinaigre tiède, je ne vous dis pas un peu, parce que ça peut chatouiller, bien sûr, eh bien l'opération s'achève. Au cours des semaines qui suivent, la plaie se referme, cicatrise, et le roi semble enfin tiré d'affaire, tout juste à temps pour la fête de Noël et pour aussi l'an 9 de 1687.
C'est justement là l'occasion rêvée pour pouvoir finalement fêter cette guérison tant souhaitée. On a invité les demoiselles orphelines de Saint-Cyr à Versailles avec Madame de Brignon, Jean-Baptiste Lully également avec ses musiciens. Madame de Maintenon se réjouit déjà de cette soirée qu'elle a organisée dans la somptueuse Galerie des Glaces à Versailles pour célébrer le rétablissement d'un roi soleil toujours plus rayonnant dans ce glacial soir d'hiver. Autour de Louis XIV s'affairent les médecins attentionnés, les courtisans empressés et leurs dames, les gens d'église, les artistes et les écrivains, et bien d'autres gens de qualité et invités privilégiés. Soudain, sur le signe de Madame de Maintenon, Jean-Baptiste Lully, battant le sol de sa canne pour battre la mesure, envoie sa musique. Les demoiselles de Saint-Cyr chantent, et voici ce que ça donne. Je vais vous l'entonner, c'est un air qui jusque-là était resté secret. Grand Dieu sauve le roi, honneur à notre roi, vive le roi. Grandeur et gloire, à lui victoire, qu'il est un règne heureux et l'appui des cieux. Vous aurez sans doute reconnu un air qui vous est quand même assez familier. Et puis une fois la fête terminée, on range tout, y compris la partition, qui malgré tout finira par s'égarer quelque part au fond d'un tiroir. Pourquoi allez-vous me demander? À cause d'un autre événement, malheureusement inattendu. Quelques jours plus tard, en janvier 1687, toujours pour fêter le rétablissement du roi Louis XIV, à la suite de l'opération de sa fistule anale, une messe en grande pompe doit être célébrée en la cathédrale Notre-Dame de Paris. Jean-Baptiste Lully vient de composer un Te Deum qu'il est justement en train de faire répéter par ses musiciens. Une répétition difficile, au cours de laquelle le surintendant de la musique royale, d'un tempérament plutôt colérique, manifestera plusieurs fois son énervement. Il bat durement le pavé en martelant comme ceci avec sa canne, son bâton de direction, lorsque soudain on le voit le lâcher, puis tournoyer sur lui-même, crier du son gicle. Que s'est-il passé? C'est là que Lully, sans doute emporté par le rythme de sa musique et aussi probablement par un énervement quelconque qu'il manifeste, eh bien, a planté son bâton par mégarde dans son escarpin de velours et s'est percé le pied à la base des orteils. Cette canne, un lourd et long bâton de direction orné de rubans, que Lully ne quitte presque jamais, qu'il emporte dans ses promenades et qui le suit pas à pas comme ceci, et avec cette extrémité qui va forcément traîner dans les boues, les fientes et toutes sortes d'autres endroits où se développe là aussi quelque chose qu'on ne connaît pas encore, le bacille du tétanos. Jean-Baptiste Lully mourra quelques semaines plus tard des suites de ses blessures et mangé par la gangrène le 22 mars 1687 à 55 ans. C'est ce qui explique que cette fameuse partition musicale de Grand Dieu sauve le roi ne sera plus rejouée à la cour royale et qu'elle tombera très vite dans l'oubli. Mais pas pour tout le monde. Quelque temps après, un certain Handel, compositeur de son état, et qui voyage souvent d'Allemagne en Angleterre, passe par hasard une fois par Versailles. On ne sait pas par quel hasard il met la main sur la partition, il la lit, il la décrypte, et puis il l'emporte dans ses bagages. Arrivé à Londres, il la fait transposer en anglais
par le chanoine Carré, à qui il donne d'ailleurs l'autorisation de la garder, de la conserver. Et c'est ainsi que Grand Dieu sauve le roi va devenir, transposé en anglais, God Save the King ou the Queen, selon la personnalité qui va diriger l'Angleterre. Mais permettez-moi de ne jamais rappeler cette fameuse histoire au sujet de sa gracieuse majesté d'Outre-Manche, les Anglais. Ils vont vous répondre que c'est peut-être Handel qui a composé. Oh, pas du tout. Ou Purcell, ou quelques autres compositeurs britanniques. Eh bien non. Ils savent bien, les Anglais, qu'ils doivent leur hymne national au fait qu'un jour, notre roi Soleil, notre roi Louis XIV, s'est fiché une plume dans le croupion. Ça n'a rien de vraiment glorieux, et cette histoire est absolument vraie. Pour conclure, j'ajouterai que cette musique aurait pu aussi glorifier l'Europe et servir d'hymne européen par excellence, parce que composé par un musicien d'origine italienne pour la cour de France, puis envoyé en Angleterre par le biais d'un voyage d'un compositeur allemand, c'était là tout à fait l'hymne rêvé pour célébrer l'Europe. Mais ça, c'était bien avant le Brexit. Je vous retrouverai un peu plus tard pour une autre histoire, une autre narration. Merci et au revoir.